Moi, je suis Nathalie Grosset. Je suis fondatrice et coprésidente de l'association. Alors, je ne suis pas une grande fan des réseaux sociaux, mais comme beaucoup de membres du bureau, nous travaillons également beaucoup sur l'association derrière la scène. Donc, l'association Hypoparathyroïdisme France, elle a été créée en 2015 suite au constat d'une grande méconnaissance et d'un déficit de la prise en charge de la maladie au niveau national. En France. Alors moi-même, je parle anglais, donc j'ai eu l'avantage de pouvoir obtenir un soutien psychologique de la part des associations américaines et anglaises, même médicales au début. Et donc j'avais également la possibilité de lire des publications sur la maladie et de comprendre de ce fait que ce que je vivais n'était pas dans ma tête, mais bien réel. Et à l'époque, je me suis dit que cela devait être vraiment très difficile pour les personnes ne parlant pas anglais, d'où l'idée de créer une association française pour avoir des informations en français pour les malades ne parlant pas anglais. Donc beaucoup des documents et d'informations ont été donc traduits depuis l'anglais afin de mettre de l'information en français sur le site web de l'association que je pense que vous connaissez. Nous avons donc mis en place dès le début un groupe Facebook afin que les patients puissent y trouver un lieu d'échange et également un soutien psychologique. Et ça, c'est très bien et nécessaire au quotidien pour les personnes. Mais c'est également loin d'être suffisant pour que la connaissance et la prise en charge de notre maladie s'améliorent. Le bureau de l'association travaille de ce fait sur beaucoup de projets et on est présent par exemple au congrès des endocrinologues, mais également sur des projets concrets avec des médecins tels que la relecture du PNDS, la brochure patient qui a été revue par notre comité scientifique. Et nous avons la deuxième édition de cette brochure, donc si Christelle de s'en être occupée, qui vient d'être mise à jour et imprimée en octobre de cette année. Nous avons également milité pour une carte d'urgence depuis 3 ans, en essayant avec Oscar, puis on a essayé au niveau européen avec la ESE pour faire traduire celle qui existe déjà en anglais sur l'hypoparathyroïdie, mais en vain. Et finalement, merci au professeur Houillet d'avoir entendu et surtout ensuite pris en charge notre demande de création de cette carte d'urgence hypopara qui est actuellement en impression et sera disponible dans les centres de référence Oscar prochainement. Nous travaillons et avons travaillé également en partenariat avec des médecins sur la mise en place des éducations thérapeutiques patients. On est présent au COPILS d'Oscar et on travaille sur beaucoup d'autres projets au national. Nous sommes également présents au niveau européen. Hypopara France est membre du Patient Advocacy Group au niveau de la Société européenne d'endocrinologie, c'est-à-dire que c'est un groupe de représentants de la voix du patient. Et on a été également signataire de la charte remise à la Commission européenne Hormones Matter, c'est-à-dire les hormones ont une importance. Nous avons été présents au Congrès européen d'endocrinologie 2 fois, à Lisbonne et à Lyon, et j'étais moi-même ambassadeur Hypopara 3 années avec 5 autres malades Hypopara européens. Alors tout ça pour dire que oui, il y a le bureau qui travaille et les médecins qui œuvrent pour faire avancer la connaissance de l'hypopara, mais nous, sans les patients, sans vous, cela n'est pas possible de faire avancer la recherche. Et pour aider la recherche et pour faire avancer la prise en charge, nous avons besoin de vous, adhérents, membres de notre groupe Facebook, et vous, malades, afin d'avoir une cohorte, c'est-à-dire un nombre de malades important, afin que les résultats des études soient significativement représentatifs et puissent du coup faire avancer la connaissance de la maladie. Et du coup, cela en vient à notre sujet du jour avec EPI, Hypo et Compare. Et je passe donc la parole à Christelle, qui est coprésidente de l'association, et elle va vous expliquer plus en détail l'implication de l'association sur ces 2 études de recherche. Donc Christelle. Oui, bonjour à tous. La recherche sur l'hypoparathyroïdie, elle a débuté en France avec l'étude EPI-Hypo en 2016 pour pallier à l'absence de données nationales sur la maladie. Pour les médecins de renseigner des données cliniques et biologiques sur les patients qu'ils suivent en s'inscrivant sur l'interface de l'étude via Internet. L'association a été impliquée dès le lancement de cette étude avec la participation de Nathalie Coralie aux réunions en tant que membre du comité scientifique. En 2017 est né ensuite Compare, ça signifie Communauté de patients pour la recherche qui rassemble aujourd'hui 50 000 patients. Compare, ce sont des équipes de recherche publiques financées uniquement par des fonds publics. Compare, c'est une étude prospective, c'est-à-dire qu'elle suit les patients sur la durée. Son concept est innovant, car tout patient peut décider de lui-même de participer à cette étude. Il suffit d'être atteint d'une maladie chronique, d'être majeur, de parler français et d'avoir un accès Internet pour répondre régulièrement à des questionnaires en ligne.
L'association a été partenaire de Compare dès le début et a diffusé des informations aux patients. Les questionnaires généraux sur le suivi de la maladie, le fardeau du traitement, le moral, l'activité physique par exemple, représentent une opportunité pour mettre le focus sur nombre de nos symptômes et difficultés dans nos vies de malades chroniques. Mais avec le lancement de la cohorte hypoparathyroïdie, ça prend une autre signification parce que c'est une chance extraordinaire de pouvoir, nous patients, renseigner des données sur notre maladie en particulier, nos symptômes, nos suivis, nos données biologiques. Il y a eu des cohortes spécifiques dans Compare sur des pathologies qui regroupent un grand nombre de malades comme le Covid long ou l'endométriose. Mais là, il s'agit de mettre le focus sur une maladie rare qui rassemble moins de patients. Donc, c'est vraiment hyper important de se mobiliser pour, comme l'a dit Nathalie, de collecter un maximum de données. Mais je vais passer la parole à nos médecins qui vont rentrer plus en détail dans les explications. Et nous allons commencer par l'intervention du professeur Houillet qui va nous parler de EpiHypo. Professeur Houillet. Merci beaucoup, merci à toutes et à tous d'être ici. Je vais utiliser quelques minutes pour vous présenter EpiHypo, puisque finalement c'est chronologiquement comme ça que ça a commencé. Et on avait baptisé EpiHypo de ce nom-là parce que l'objectif était d'avoir une vision de ce qu'était l'hypoparathyroïdie en France. Donc il y avait un souci épidémiologique, même si ça ne se limitait pas à ça, dans notre initiative qu'on avait eue avec Jean-Philippe. Donc en fait, les deux personnes qui ont porté EpiHypo sur les fonds baptismaux, on peut dire, sont en ligne. Ce qui nous avait donné envie de faire ça, était la constatation que la méconnaissance de l'hypoparathyroïdie par beaucoup de médecins aboutissait à une prise en charge sous-optimale. Et à partir de là, on s'était dit que si on pouvait trouver des moyens d'améliorer la connaissance des médecins sur l'hypoparathyroïdie, on pourrait avoir un outil qui permette de contribuer à améliorer la prise en charge. Et pour améliorer la connaissance des médecins sur l'hypoparathyroïdie, il fallait avoir quelque chose à leur dire. Et il fallait pas parler, j'allais dire, dans le vide ou à partir de livres. Il fallait partir de la vie réelle et être capable de décrire ce que l'hypoparathyroïdie en France représentait. Donc on a créé cet outil qui, comme ça a été dit, est un outil académique, lui aussi. À ma connaissance, il a essentiellement ou exclusivement bénéficié d'argent public pour l'instant dans son soutien. Donc ça se présente sous la forme d'une interface qui est accessible aux médecins. C'est une limite et on pourra y revenir si vous voulez, mais elle est accessible aux médecins, y compris les patients peuvent dire à votre médecin je veux que vous mettiez mes données sur EpiHypo. Le questionnaire permet de recueillir les pratiques des médecins et puis permet, et ça c'est une fois, et permet ensuite de manière itérative à chaque visite de patient de recueillir les données qui concernent ce patient précis. Et donc ça va rentrer dans la base à chaque fois et enrichir la base. Alors aujourd'hui, qu'est-ce que ça représente EpiHypo? Ça représente un peu moins de 200 médecins qui participent et un peu plus de 1200 patients qui participent, dont vous avez ici la répartition géographique. Alors les nombres de médecins sont en bleu et les nombres de patients sont en rouge. Alors tout le territoire est couvert, en tout cas tout le territoire participe. Évidemment, il n'y a pas d'exhaustivité, il n'y a pas de répartition géographique homogène. Mais il y a de la représentation de toutes les régions. Alors l'Île-de-France est surreprésentée
comme vous le voyez, c'est essentiellement de notre faute, hein, parce que dans EpiHippo, on a mis plus de 400, enfin les données de plus de 400 patients et on continue à les tenir à jour. Mais la représentation est nationale, même si elle est évidemment pas exhaustive. Diapositive. Alors, qu'est-ce qu'on apprend en regardant EpiHippo? On apprend des choses dont on se doutait, c'est-à-dire que l'hypoparathyroïdie, c'est essentiellement une maladie féminine. Un gros 2/3 des patients présents dans EpiHippo sont des femmes, principalement pour des raisons de chirurgie cervicale, et la plupart sont des majeurs et pas des enfants, même s'il y a des enfants qui ont des causes qui, elles, ne sont pas chirurgicales. Et pour revenir spécifiquement aux causes, vous voyez que presque 3/4 des causes d'hypoparathyroïdie dans EpiHippo sont des causes acquises. C'est de la chirurgie, enfin c'est de la conséquence de chirurgie cervicale. Les causes congénitales et les autres non chirurgicales et non congénitales se partagent à peu près à égalité le gros quart qui reste. Donc très très majoritairement, ce qu'on voit en France, ce sont des hypoparathyroïdies post-chirurgicales, comme dans les autres pays occidentaux, hein. Il n'y a pas de spécificité vis-à-vis de ça. L'hypothèse de départ était que les médecins n'avaient pas eu de formation, on va dire, suffisante pour prendre en charge idéalement une hypoparathyroïdie, et quand on interroge les médecins qui prennent en charge l'hypoparathyroïdie, on retrouve cette information de la part d'eux-mêmes, c'est-à-dire qu'ils sont 3/4 à dire que leur formation universitaire a été insuffisante, et ils sont aussi 3/4 à dire que la formation post-universitaire est également insuffisante. Donc il y a un défaut d'information des médecins, et tout ce qui peut contribuer à faire de l'information des médecins est probablement bienvenu dans le domaine. Alors rapidement, je voudrais vous donner quelques exemples d'informations qu'on peut obtenir à partir des données EpiHippo. Et ça, ce sont des données qui sont issues de la première publication dans des journaux médicaux qui a été faite à partir des données, et ça décrit la diversité des traitements reçus par les patients de la base de données EpiHippo. Alors c'est un tout petit peu compliqué à lire, donc je vais vous expliquer. Chaque type de traitement, par exemple les sels de calcium, calcium salt, la vitamine D native, la vitamine D active et l'hormone parathyroïdienne, en l'occurrence le tériparatide, sont représentés par une couleur. Donc tous les patients qui reçoivent un sel de calcium, par exemple, se retrouvent quelque part dans l'enveloppe bleue. Tous les patients qui reçoivent de la vitamine D active se retrouvent dans l'enveloppe verte. Et en croisant les enveloppes, on peut identifier quels sont les pourcentages de patients qui reçoivent plusieurs traitements en même temps. Donc par exemple, si on va sur le carré où il y a écrit 27,1, en fait c'est l'intersection du bleu, du rose et du vert. Donc 27,1, qui est l'occurrence la plus fréquente, veut dire que 27% des patients reçoivent une association de traitements par sel de calcium, par vitamine D native et par vitamine D active. Donc il y a des associations qui sont très peu représentées. Voilà. Par exemple, personne ne reçoit à la fois un sel de calcium et de la PTH 134, voilà, 0%. C'est ce qu'on voit tout en bas. Ça permet aussi de savoir combien de patients dans l'étude sont traités par de la PTH 134, par exemple. Il suffit de faire l'addition des 2,8, 3,7, 2,8, 0,9, 3,7. Donc ce qui fait en gros à peu près 10% des patients qui sont traités comme ça. Donc ça permet de décrire, d'obtenir de l'information. Ça permet aussi de savoir comment est assuré le suivi. Alors là aussi, il y a beaucoup d'informations sur une même diapositive. Si on regarde la figure du haut à gauche, où il y a des barres de couleurs, les barres bleues représentent les réponses des médecins
et les barres oranges représentent les réponses des patients de la cohorte EPI-HIPPO. Et là, on observe des choses qui sont intéressantes, il faut les analyser, mais elles sont intéressantes. Ce que dit cette figure, c'est que la majorité des patients qui sont suivis dans EPI-HIPPO ont une mesure de calcémie dans le cadre de la surveillance par an. Il y a à peu près 80% des patients dans EPI-HIPPO qui disent que. En revanche, les médecins qui sont aussi inscrits dans EPI-HIPPO, majoritairement, à plus de 50%, disent « nous, on fait mesurer la calcémie » ou « notre intention, c'est de faire mesurer la calcémie 2 fois ». Donc, entre les intentions et la réalité, il y a des choses qui peuvent un peu diverger et l'analyse de la raison pour laquelle ça diverge peut être riche d'enseignements. Si vous allez à droite de cette figure, en haut à droite, on voit quels sont les éléments de la surveillance. La surveillance de la calcémie est représentée en vert, la surveillance de la morphologie rénale est représentée en bleu et la surveillance oculaire est représentée en rose. Et vous vous rendez compte que finalement, il n'y a que 22% des patients de EPI-HIPPO qui ont tous les ans une surveillance à la fois de la calcémie, de la morphologie des reins et de l'état de leur œil, en particulier de leur cristallin. On peut aussi obtenir des informations sur les objectifs. Le code couleur est le même, hein. Les réponses des médecins sont en bleu, les réponses des patients sont en orange, des patients d'EPI-HIPPO. Et vous voyez qu'en termes de calcémie, majoritairement, les médecins se fixent une cible entre 2 et 2,2 millimoles par litre. Alors que la cible pour les patients, elle est beaucoup plus large que ça parce que chaque patient est capable de prendre en compte son individualité et la valeur de calcémie à laquelle il se sent bien. Donc pour certains patients, on voit bien que leur cible est la même que celle des médecins, mais il y a un pourcentage à peu près identique de patients qui, eux, aimeraient avoir une calcémie entre 2,2 et 2,4, mais ce n'est pas une cible pour les médecins. Il y a même des patients qui voudraient avoir une cible au-delà de 2,4 et aucun médecin ne se fixe comme cible plus de 2,4. Et quand on regarde quels sont les divers objectifs que se fixent les médecins, on s'aperçoit que l'absence de symptômes cliniques, qui est un objectif en soi, n'est pas un objectif reconnu par la totalité des médecins. Le contrôle de la phosphatémie n'est pas un objectif pour la majorité des médecins. Le contrôle du produit du calcium et du phosphate n'est pas non plus un objectif. Le contrôle de la calcémie est un objectif pour la majorité, mais avec des cibles qui sont des cibles variables. Comme je vous ai dit, assez peu prennent une cible entre 2,2 et 2,4. Donc si on résume les données de cette rapide présentation, c'est que EPI-HIPPO, c'est une tentative de rassemblement de données qu'on va appeler des données primaires, dont l'objectif est de décrire des tendances et aussi de décrire une diversité. Que EPI-HIPPO implique les médecins, mais repose beaucoup sur l'incitation exercée par les patients. Et que les données rassemblées dans EPI-HIPPO ont évidemment vocation à être partagées dans la communauté médicale, mais pas que, à modifier les pratiques et à identifier des sujets d'étude. Et évidemment, je serai ravi, si je peux, de répondre aux questions que vous pouvez vous poser. Oui, on va peut-être enchaîner sur la présentation de Compare et faire la session de questions-réponses, peut-être oui, bien sûr, pour des questions plus pratiques. Donc, je propose de donner la parole à Dr Bertocchio pour parler de la suite de l'histoire de la recherche sur l'hypoparathyroïdie avec Compare.
Merci beaucoup et bonjour à toutes et à tous. Merci Pascal pour cette introduction qui permet de bien mettre le contexte de où on est parti. Pourquoi on a besoin d'une deuxième cohorte? Le premier constat qu'on avait à partir des données de EpiHippo, c'est ce que je vous ai représenté ici. C'est quelles ont été les conditions de la découverte de l'hypoparathyroïdie chez les patients dans la cohorte. Donc plus de 1200 patients. La plupart du temps, c'est ce que vous avez ici en rose, c'est une anomalie biologique. Les patients ont eu une hypocalcémie le plus souvent et ça a mené au diagnostic de l'hypoparathyroïdie. Mais plus d'un tiers d'entre eux, donc c'est ce que vous avez ici en doré, plus d'un tiers d'entre eux rentrent dans la maladie en fait avec des symptômes, que vous connaissez et que vous connaissez mieux que nous, hein, des crampes, des fourmillements, mais aussi des crises de tétanie, des épisodes de convulsions. Enfin, ça peut être extrêmement grave. Et donc il y a les symptômes et ce que vivent les patients est quand même quelque chose d'important déjà dès le diagnostic de la maladie. Et ça continue même dans le suivi de la maladie. On a étudié, grâce aux données de EpiHippo, ce qui se passait dans les consultations de suivi. Et on a à l'heure actuelle près de 4000 visites de suivi dans EpiHippo. Et on a divisé ces visites en fonction de est-ce que la calcémie est correcte. Et donc on a mis une calcémie correcte entre 2 et 2,4, comme ce que vous a présenté Pascal. Ce qui est en dehors, c'est a priori pas correct. Et pour savoir si les patients avaient ou pas des symptômes au moment de ces visites. Il y a seulement un quart des patients qui, au moment de leur visite, ont à la fois une calcémie qui est correcte, entre 2 et 2,4, qui sont les objectifs un peu larges, et qui n'ont pas de symptômes. Et qui disent qu'ils n'ont pas de symptômes, et donc on peut considérer qu'ils sont a priori bien contrôlés. A contrario, on en a aussi un quart qui, eux, ont une calcémie qui n'est pas du tout dans la cible et qui ont des symptômes. Et là, on peut se dire, mais il y a peut-être quelque chose qu'on peut faire pour améliorer la calcémie, et peut-être qu'en améliorant la calcémie, on va améliorer tout ça. Et en fait, ce qui est le cas le plus fréquent, c'est que les patients vont avoir une calcémie dans les cibles correctes, mais vont toujours avoir des symptômes. Et là, on est beaucoup plus embêté parce que on se dit que ce qu'on a considéré pendant longtemps de l'hypoparathyroïdie, c'est contrôler la calcémie. Et une fois qu'on a contrôlé la calcémie, on a fait tout le job. En fait, non. Il y a aussi une autre partie du travail qui est d'essayer de contrôler les symptômes. Et on a besoin, pour contrôler les symptômes, d'interroger ceux qui vivent ces symptômes-là, puisque pour le coup, c'est pas un médecin qui peut rapporter le plus précisément possible les symptômes. Ce sont les patients qui peuvent le mieux leur apporter. L'autre constat qu'on a eu dans le papier dans la publication que Pascal vous a déjà cité, c'est qu'on a fait, en fait, on a interrogé deux groupes en même temps. On a pris les données qu'on avait dans EpiHippo, donc rapportées par les médecins, et puis avec l'association Hypoparathyroïdisme France, et vous y avez peut-être participé, on avait fait une enquête à peu près au même moment où on avait interrogé des patients. On vous avait interrogé, on vous avait demandé quels étaient les médicaments que vous prenez, quelles étaient les causes de votre maladie, etc. Et en posant la question sur les médicaments, vous êtes à peu près représentatif de la même population que ce qu'on a dans EpiHippo. On s'est rendu compte qu'il y avait un médicament. Alors, excusez-moi, j'ai beaucoup de. En vous posant la question et en comparant par rapport à ce qu'on a dans EpiHippo, on se rend compte que ce que les médecins savent du traitement de patients dans EpiHippo ont du magnésium. Or, vous, quand on vous interroge directement, vous êtes 40% à rapporter avoir du magnésium. Donc il y a un écart et c'est le seul gros écart qu'on a observé dans les traitements. Tout le reste, les patients rapportent à peu près la même proportion de ceux qui prennent des sels de calcium, de ceux qui prennent de la vitamine D native ou de la vitamine D active ou du Forsteo. C'est pas particulièrement, enfin c'est un peu plus, il y a un peu plus de Forsteo dans EpiHippo que dans ce que vous rapportiez vous. Mais sinon, le sel de magnésium, c'était quelque chose de très important, de très différent. Et la différence qu'il y a avec le sel de magnésium, c'est que c'est typiquement un médicament qui peut être obtenu sans ordonnance, mais qui peut permettre d'agir sur la maladie. Et ça, pour le coup, si les médecins ne sont pas au courant, les patients, eux, sont au courant. Et c'est une information qu'on peut avoir de façon plus fiable en interrogeant les patients. Et donc, on s'est dit qu'on avait besoin de collecter des données depuis directement les patients en les interrogeant eux. Et il existe, donc, comme ce que Christelle vous en faisait l'introduction en tout début de ce webinaire, il existe une cohorte qui est la cohorte COMPARE, la communauté des patients pour la recherche, qui a été lancée depuis 2017 et qui s'intéresse particulièrement aux maladies chroniques. Dans ces maladies chroniques, ils s'intéressent aux gens qui ont une hypertension artérielle, aux gens qui ont une maladie rénale, aux gens qui ont des lombalgies chroniques, aux gens qui ont de l'endométriose, etc. Et il n'y avait pas de cohorte spécifique à l'hypoparathyroïdie, même si Hypoparathyroïdisme France participait déjà un petit peu
à l'animation de Compare. Et à l'heure actuelle, c'est presque 60 000 patients qui régulièrement répondent à des questionnaires et répondent et permettent de faire avancer la recherche. C'est plus de 200 chercheurs qui participent à Compare, c'est plus de 20 publications scientifiques, donc c'est quand même une énorme machine à générer de la donnée, à générer des informations et à faire avancer la recherche. En gros, on peut poser quasiment toutes les questions qu'on veut dans Compare. Les seules limites qu'il y a, c'est d'être un adulte et d'avoir une maladie chronique et de vouloir participer en ligne. Et ça, c'est ce que on vous demande aujourd'hui de faire, puisque maintenant, vous pouvez rentrer dans Compare, renseigner que vous avez une hypoparathyroïdie chronique et vous serez identifié directement et vous rentrerez dans notre cohorte Compare hypoparathyroïdie. Donc, si vous voulez participer, vous pouvez directement flasher ce QR code qui est ici, qui va vous renvoyer sur le site de Compare. Sinon, vous pouvez aller directement sur votre ordinateur et taper l'adresse compare.aphp.fr. Et là, vous allez vous créer un compte et on va vous poser des questions sur les médicaments que vous prenez, les maladies que vous avez. Donc surtout, renseignez bien que vous avez une hypoparathyroïdie et comme ça, vous pourrez après, ça pourra déclencher les questionnaires spécifiques à l'hypoparathyroïdie. Nous, notre idée, ça a été de se dire, on va combiner à la fois ce qu'on a dans EpiHypo et ce qu'on peut obtenir dans Compare. On a des types de données qui peuvent se compléter les unes les autres entre EpiHypo et ce qu'on va obtenir dans Compare, mais il y a des données aussi qui vont être très spécifiques de l'une et de l'autre. Typiquement, dans EpiHypo, on va pouvoir obtenir tout un tas de données biologiques très spécifiques qu'on aurait du mal à vous interroger sur ces données-là. En revanche, on va obtenir de vous des questions sur vos symptômes, sur la façon dont vous vivez votre maladie, sur votre qualité de vie, sur combien ça vous coûte d'être malade en termes de financiers directement que vous avez eu avant, toute l'errance diagnostique ou thérapeutique que vous avez pu avoir avant, le nombre de médecins que vous avez vus, la distance que vous devez parcourir pour aller en consultation. Tout ça, c'est des données qu'on ne peut pas avoir dans EpiHypo, mais qu'on aura en vous interrogeant vous. Et donc, on a construit toute cette nouvelle cohorte avec l'association Hypoparathyroïdisme France et avec le soutien notamment financier et logistique de la filière maladies rares Oscar. Nous, notre objectif, il est clair, c'est de suivre des patients qui ont une hypoparathyroïdie chronique en étant au plus proche de vous directement et en ayant au plus proche de ce que vous vivez au quotidien. Qu'est-ce qu'on veut faire en premier? Donc, on va d'abord l'idée, c'est de suivre les patients, mais aussi de conduire des études au sein de cette cohorte-là et de se dire, en fait, on va avoir des objectifs précis à chaque fois. Et là, la première étude qu'on veut faire dans Compare hypoparathyroïdie, ça part d'un constat qui est le constat des recommandations européennes qui sont sorties en 2021, auquel j'ai contribué, dans lequel on se dit il est important d'améliorer la qualité de vie des patients qui ont une hypoparathyroïdie chronique. Pour améliorer la qualité de vie, en fait, il faut avoir un outil qui permette de mesurer la qualité de vie. Alors, il existe plein d'outils qui sont des questionnaires qui sont validés dans certaines indications. Il existe des questionnaires génériques et vous avez probablement déjà rempli ce type de questionnaires qui peuvent être longs mais qui ne sont pas assez spécifiques de l'hypoparathyroïdie. Après, il existe d'autres équipes dans le monde qui ont développé des questionnaires spécifiques à l'hypoparathyroïdie. Notamment, il y a une équipe en Allemagne qui a développé ça, qui est une équipe académique, qui est validée en allemand, qui est validée en anglais, mais qui n'est pas validée en français. Et nous, notre idée, c'est de valider cette étude en français, dans une population française. Et donc, pour ça, on a d'abord traduit le questionnaire. On a fait ça avec l'équipe d'Hypoparathyroïdisme France. Ça a nécessité de le traduire en français, de le faire retraduire en anglais pour vérifier si on perdait pas de sens. Et on a travaillé avec l'auteur initial du questionnaire pour s'assurer que ça correspondait bien à ce qui avait été fait initialement. Donc, toutes ces étapes-là, on les a déjà faites. L'étape qui nous manque maintenant, c'est de le valider dans une population en français, donc vous. Et pour valider une échelle comme ça, un questionnaire de ce type-là, on a besoin en gros de vérifier deux choses. La première, c'est sa stabilité, c'est-à-dire que quand on va le mesurer à 2-3 semaines d'intervalle, la qualité de vie, elle ne change pas radicalement à 2-3 semaines d'intervalle. Et donc, on va vous reposer 2 fois le même questionnaire à 2 à 3 semaines d'intervalle pour vérifier que vos réponses sont stables entre ces deux étapes. L'autre chose qu'on a besoin de vérifier, c'est s'il y a bien une cohérence, une concordance interne du questionnaire, si on mesure bien ce qu'on doit mesurer. Donc ça, on a des outils mathématiques pour vérifier ça. Mais aussi, on va vérifier une concordance externe. Donc on va vous poser à la fois ce questionnaire-là de qualité de vie et puis un autre questionnaire qui est moins spécifique mais qui est déjà validé de qualité de vie. Et on va vérifier si les deux évoluent bien ensemble et si du coup le nouveau questionnaire apporte plus de précision dans la mesure de votre qualité de vie. Donc en pratique, ce qu'on va vous demander, c'est
de répondre à des questions en ligne, un questionnaire en ligne qui va dire, dans lequel vous allez dire, ben voilà, comment vous vous sentez, quel impact ça a dans votre vie, et en gros, tout ce qui est lié à l'hypoparathyroïdie, comment ça interfère dans votre vie de tous les jours. Si on arrive à valider ce questionnaire-là, et donc pour ça, on a besoin d'avoir, en gros, on estime entre 150 et 300 personnes. Si on arrive à valider ce questionnaire-là, il pourrait y avoir un impact après directement dans la prise en charge, puisqu'on pourrait rapidement dire, ce questionnaire, il est validé en français. Maintenant, on recommande de l'utiliser dans le suivi des patients avec une hypoparathyroïdie, et vous pourrez vous retrouver plus tard dans vos consultations à répondre régulièrement à ce questionnaire pour vérifier que, au-delà de la calcémie, au-delà de la phosphatémie, au-delà de la calciurie, au-delà de l'échographie ou du scanner rénal, on puisse se dire, ben, ça, c'est une cible, c'est une façon, et on veut faire améliorer le score de votre qualité de vie. Ça ne remplacera pas le fait que vous parliez de vos symptômes, que vous parliez de choses qui ne sont pas couvertes par le questionnaire, mais ça permettra d'avoir un outil de mesure, et quand on a un outil de mesure, on peut plus facilement se dire, ben, on va dans le bon sens ou on va dans le mauvais sens. Donc encore une fois, si vous voulez participer, je vous ai remis le QR code ici, qui est exactement le même que celui précédemment, et vous pouvez aller sur le site directement de Compare. Et je serai ravi de répondre à vos questions aussi, et avec Pascal, si vous en avez. Merci, Dr Bertocchio, pour cet exposé très clair qui permet d'expliquer un petit peu plus qu'est-ce qu'il y a derrière ces sigles, pardon. Commence à fatiguer, ça c'est spécifique de l'hypopara aussi. Du coup, on va reprendre un petit peu les questions. Il y avait une patiente qui a demandé comment a-t-on la possibilité de savoir si on est référencé en tant que malade dans la base de données EpiHypo. Peut-être professeur Rouillet, oui. Alors, vous ne pouvez pas être dans EpiHypo si vous n'êtes pas au courant, puisque le médecin qui fait votre inscription et qui se charge de saisir vos données dans EpiHypo doit vous en informer au préalable, c'est une obligation. Donc, si vous en a pas informé, c'est que vous n'êtes pas dedans. Mais et inversement, il peut ne pas l'avoir fait, alors que vous souhaiteriez y être, parce que vous souhaiteriez contribuer, et à ce moment-là, vous avez un rôle à jouer, parce que vous pouvez demander à votre médecin de participer à la cohorte EpiHypo. Lui, il a peut-être pas spontanément l'idée de le faire, mais si vous lui dites, bah moi je veux, parce que je pense que c'est important que mes données viennent enrichir la base et viennent enrichir le corpus de connaissances qu'on a sur la manière dont l'hypoparathyroïdie est pris en charge en transversal, en longitudinal en France. Je vois mal votre médecin dire bah écoutez, moi je veux pas. Il n'a pas s'opposer à ça. C'est lui qui va faire le boulot, en revanche. Mais... on a une autre question, donc je pense que vous avez répondu en tout cas à comment fait-on pour s'inscrire sur EpiHypo du coup. Mais l'autre question, c'est qui peut participer à EpiHypo et à la cohorte Compare. Donc je ne sais pas qui de professeur Rouillet ou docteur Bertocchio peut répondre à cette question. Je vais laisser Jean-Philippe, parce que je viens de répondre à la première, donc on va alterner si les questions ne sont pas spécifiques de l'une ou de l'autre. Merci. En fait, tout patient qui a une hypoparathyroïdie chronique peut participer à EpiHypo. Donc, hypoparathyroïdie chronique, c'est une hypoparathyroïdie qui dure depuis plus de 6 mois. Je pense que si vous êtes que vous suivez l'association Hypoparathyroïdisme France, c'est que c'est probablement un problème que vous avez depuis suffisamment longtemps. Et c'est, je pense, assez rare que des patients qui ont juste une hypoparathyroïdie transitoire après la chirurgie participent à des associations de patients, mais ça peut arriver. En revanche, nous, on s'intéresse à ce qui va se passer au long terme. Si c'est transitoire et que ça guérit, en pratique, c'est une complication de la chirurgie, mais si ça rentre dans l'ordre, après, il n'y a pas de suivi particulier à avoir et normalement, ça ne pose pas de problème médical particulier. En revanche, si ça dure plus de 6 mois, à ce moment-là, oui, il faut participer à EpiHypo, et ça, du coup, adulte ou enfant. En revanche, dans Compare, on prend tout patient avec une hypoparathyroïdie chronique aussi, mais uniquement les adultes, puisqu'il y a la seule limite, c'est d'arriver à répondre au questionnaire en ligne. Donc, il faut savoir lire, comprendre ce qu'il y a, et puis avoir du coup la majorité pour décider pour soi. Mais en pratique, tout patient, à partir du moment où vous comprenez le français, que vous êtes d'accord de participer, vous pouvez y aller.
C'est-à-dire que l'idéal, si on est majeur et qu'on a une hypoparathyroïdie chronique, c'est d'être référencé dans EpiHypo par son médecin et de faire la démarche de s'inscrire dans Compare pour renseigner les questionnaires. Exactement. Oui. J'avais une question par rapport à EpiHypo. Si on est suivi en Ile-de-France et qu'on habite dans une autre région, on est référencé en tant que patient dans la région où on est suivi ou dans la région où on vit? Sachant que si en plus on a été intégré par un médecin dans une première région et qu'après on a changé pour migrer en Ile-de-France, est-ce que vous vous y retrouvez dans cette analyse de chiffres? Alors, vous êtes comptabilisé, si je peux dire, dans la région où exerce votre médecin, qui vous suit. Enfin, qui vous suit. En tout cas, qui est responsable de votre suivi dans EpiHypo. Donc ça, c'est une limite. Voilà. Mais on ne fait pas d'analyse par région. Oui. Toutes les analyses sont faites à l'échelle nationale. On ne discrimine pas les patients suivis en Ile-de-France et les patients suivis ailleurs. C'est pas notre propos du tout. Donc, au bout du compte, on va dire, cette différence est anecdotique. Oui, c'est-à-dire qu'il n'y a pas plus de patients hypoparants en Ile-de-France qu'ailleurs en France, quoi. Ils sont juste plus suivis en Ile-de-France. Non, je pense qu'il y a un effet un peu maladie rare, hein, Pascal. C'est ce qu'on observe à peu près dans quasiment toutes les maladies rares. Assez souvent, l'Île-de-France suit une grande partie des patients du territoire, même si les patients en fait sont très dispersés et en fait il y a assez souvent des multiples suivis. Absolument. L'Île-de-France, toute maladie confondue, doit réunir entre 40 et 50% des sites constitutifs des centres de référence français. Donc il y a un biais de ce fait-là. Oui, tout à fait. Or, comme on est sur ces questions des données, il y a une question qui demande ces derniers temps, comme il y a eu beaucoup d'hôpitaux qui ont vécu des cyberattaques, comment est-ce que les données sont-elles protégées? Ah, je vais prendre cette question alors, parce que celle-là, elle m'intéresse beaucoup. Alors oui, c'est une très très bonne question. Alors, on a deux bases, deux serveurs différents, que ça soit pour Compare ou que ça soit pour EpiHypo. Ça a été une question qui a été très centrale quand on a constitué les deux cohortes, d'utiliser des technologies qui soient des technologies modernes et qui soient des technologies à l'avant-garde de ce qui se passe. Il y a toujours un risque. Ça, les gens qui vous diront qu'il n'y a pas de risque, c'est des menteurs. Dans EpiHypo, ce qu'on a choisi de faire, d'abord, c'est de ne pas avoir de données directement identifiantes des patients. Les seules données qui sont rentrées, ce sont les initiales des patients et leur date de naissance. Donc, personne ne sera capable de revenir vers vous directement. C'est-à-dire que même s'il y a une brèche de sécurité, on ne pourra pas venir vous retrouver et savoir que vous êtes là et associer ça à d'autres choses. En revanche, on a choisi d'emblée le serveur le plus sécurisé qui existe en France, qui est le plus gros partenaire, qui est OVH Cloud, et qui a un label particulier de forteresse de données de santé, qui est un label qu'on appelle hébergeur de données de santé, qui est fait spécifiquement pour être sécurisé. Pour ce qui est de Compare, les données sont stockées sur des serveurs qui sont physiquement présents au sein de la PHP et qui sont aussi des données ultra sécurisées. La PHP, à l'heure actuelle, c'est une énorme institution qui subit très régulièrement des attaques, effectivement comme les autres hôpitaux. Mais les données spécifiques de Compare sont dans un serveur sécurisé qui, jusqu'alors, n'a jamais été pénétré et il ne devrait pas l'être, je pense pas non plus, puisque les données sont aussi chiffrées. Hein. Dans les deux cas, les données sont chiffrées, c'est-à-dire que même si elles sont volées, la personne qui le vole ne peut rien en faire, puisqu'elle ne pourra pas arriver à lire les données qui sont à l'intérieur. Une patiente nous dit: j'ai plusieurs maladies chroniques et du coup l'inscription sur la plateforme Compare me fait peur parce que j'ai beaucoup de choses à renseigner. Comment je fais? Vous pouvez choisir. Vous pouvez décider, je ne veux participer que à l'hypoparathyroïdie chronique et donc je ne réponds que je ne dis que j'ai que l'hypoparathyroïdie chronique. L'idéal, je dirais, dans une volonté de recherche, ça serait de renseigner toutes ces pathologies et quand on a des sollicitations pour les autres pathologies pour lesquelles on ne veut pas répondre, de dire qu'on ne veut pas répondre. Ça, c'est tout à fait possible dans Compare.
Vous pouvez choisir de ne répondre qu'aux questions sur l'hypoparathyroïdie, je prends notre paroisse aujourd'hui, mais de ne pas répondre, par exemple, si vous avez une hypertension artérielle, si vous avez, je ne sais pas, une lombalgie chronique ou quoi que ce soit. Vous pouvez choisir de ne pas répondre. Mais c'est vrai qu'il y a un risque d'avoir des sollicitations assez importantes, puisqu'il y a des questionnaires systématiques dans Compare qui sont importants, qui vont arriver plusieurs fois par an. Et il ne faut pas que ça génère non plus le sentiment de oh là là, je vais les décevoir si je ne réponds pas. Rassurez-vous, les chercheurs que nous sommes dans Compare, on s'attend absolument à ce qu'il y ait un nombre de patients non négligeables qui ne veuillent pas répondre à certains questionnaires parce que ça peut parfois être trop lourd. Donc ne vous sentez pas coupable de quoi que ce soit. Si vous ne répondez pas, ça ne sera jamais la fin du monde, ne vous inquiétez pas. Après, j'ai envie de rajouter aussi qu'on n'est pas obligé de tout remplir en une fois et qu'on peut le faire sur plusieurs jours et compléter son dossier. C'est effectivement la création du compte qui, au départ, peut prendre un petit peu de temps, mais les questionnaires, par la suite, sont plus rapides parce que c'est juste des choses à cocher et pas des choses à remplir. Et du coup, en parlant de ça, il y a une question de la fréquence des questionnaires dans le Compare. Si vous avez une idée de à peu près de qu'est-ce qu'elle sera. Voilà. Alors, il y a ceux qui sont spécifiques à la cohorte, qui sont tout Compare confondu, donc toute maladie chronique. En fait, on va vous poser des questions qui sont des questions chez tout patient qui a une maladie chronique. Donc régulièrement, une fois par an, vérifier votre traitement, vérifier une échelle de qualité de vie générique pour tout le monde, vérifier tout un tas d'informations, par exemple, sur, je ne sais pas, les soins dentaires que vous pourriez avoir, sur votre travail, etc. Tout ça, ce sont des questionnaires qui arrivent régulièrement au sein de Compare. Ils essayent en général d'en mettre moins de 1 par mois pour pas que vous soyez non plus submergé des questionnaires que vous pourriez avoir. Et puis après, il y a ceux qui vont être spécifiques à la cohorte hypoparathyroïdie. Pour cela, on a choisi que on allait vous poser des questions régulièrement, mais on va essayer de ne pas les faire trop régulièrement. Les questions qu'on va faire régulièrement, il va y avoir tous les 6 mois, tous les 1 an, on va vous poser des questions sur votre calcémie, votre traitement et votre qualité de vie. Et là, spécifiquement, on a cette étude sur la qualité de vie où on va vous demander, sur cette échelle-là en particulier, de répondre une fois à ce questionnaire-là et puis entre 2 à 3 semaines plus tard, de répondre à ce questionnaire-là. Mais ça, c'est une étude particulière. Donc, c'est vrai qu'au fur et à mesure, on peut se rendre compte que ça va enchaîner plein de questionnaires les uns derrière les autres, mais dans tous les cas, vous n'avez aucune obligation ni d'y répondre dans la minute. Vous pouvez prendre plusieurs temps, les répondre en plusieurs fois et répondre plus tard. Vous pouvez revenir dessus. Ça, c'est tout à fait prévu. À part cette histoire de 15 jours, 3 semaines d'intervalle où on a besoin d'avoir les 2 questionnaires assez proches pour pas que ça soit à 6 mois, puisque à 6 mois d'intervalle, votre qualité de vie peut avoir changé. Sinon, tous les autres questionnaires, vous avez en général plus d'1 mois pour y répondre sans aucune urgence. J'ai une autre question. Je ressens des symptômes qui me semblent être en lien avec l'hypoparathyroïdie, mais dans les questionnaires de Compare, on ne me pose pas la question est-ce que j'ai la possibilité de faire remonter cette information pour que la question soit posée à tous les patients atteints d'une hypoparathyroïdie pour voir s'il y a une fréquence augmentée. Je pense par exemple aux tendinites à répétition, parce que sur le forum, beaucoup de patients parlent de douleurs au tendon d'Achille, de choses comme ça. Et est-ce qu'il est possible en tant que patient de poser des questions de recherche spécifiques? J'espère avoir été claire. Oui, c'est tout l'enjeu d'avoir quelque chose qui soit centré sur les patients là maintenant, c'est de se dire en fait tout ce à quoi nous médecins, nous chercheurs, on n'a pas pensé et avoir des avancées sur tout ça, de dire voilà, vous êtes quelques-uns ou même plus que quelques-uns à identifier des symptômes, à avoir des complications auxquelles nous on n'a pas pensé parce que ça nous venait pas spontanément. On va vous interroger sur effectivement l'étendue de vos symptômes et on va les colléger, les analyser. Si au fur et à mesure on se rend compte qu'il y en a qui sont de plus fréquents que ce qu'on attendait, plus fréquents qu'une population contrôle qui aurait dans Compare, à ce moment-là, ça deviendra quelque chose pour lequel il faudra vraiment investiguer sur ce sujet-là. Je crois qu'on a déjà identifié avec l'association en travaillant sur le questionnaire la notion là de vibration intérieure. Je crois que c'est quelque chose que vous ressentez, vous connaissez, etc. Typiquement, il y a très peu de littérature sur le sujet. Les médecins, les chercheurs, nous, c'est pas une chose à laquelle on est très habitué.
Et donc, si ça ressort, effectivement, bah ça pourra valoir d'avoir une étude spécifique sur le sujet, de savoir pourquoi il y en a certains qui ressentent ça et pourquoi d'autres pas. Et du coup, quels sont les déclencheurs et qu'est-ce qu'on peut faire pour essayer d'éviter ce symptôme-là. Pour compléter la réponse, et juste compléter, hein, je pense qu'il y a une réactivité, pour le coup, dans EpiHippo qui est plus grande pour incorporer de nouvelles données. C'est-à-dire que EpiHippo peut être mis à jour plus rapidement que Compare, qui est une structure qui, comme vous l'avez compris, est une structure qui est très organisée. Mais assez pyramidale. Donc en fait, les mises à jour, il faut qu'elles se fassent pour intégrer de nouvelles données ou de capture de nouvelles données, il faut qu'elles se fassent dans les deux systèmes, mais probablement elles ne vont pas se faire à la même vitesse dans les deux systèmes. Du coup, on a une question sur la recherche en général. Est-ce qu'on peut la poser? Quelqu'un qui voudrait savoir quelles sont les recherches en cours sur l'hippopara avant de revenir à nouveau à EpiHippo et Compare. Bah, ça dépend, on a 1 heure. Ouais. Oui. Non, il y a 2 manières de faire. Soit je réponds en 2 minutes et puis Jean-Philippe répond en 2 minutes. Et à ce moment-là, c'est vraiment un survol. Soit si ce genre de format vous intéresse, moi je vois pas d'opposition à ce que on fasse une session sur actualité de la recherche. Où est-ce que les gens en sont, dans quelle direction ils cherchent, quels outils, quelles perspectives. Alors pour faire un très rapide survol, la recherche et se conçoit dans un certain nombre de directions. Vous, ce qui vous intéresse immédiatement, c'est la recherche thérapeutique. Donc, qu'est-ce qu'on peut trouver de mieux que ce qu'on a maintenant? Et il y a de la place pour le mieux, hein, il n'y a pas de problème. Qu'est-ce qu'on peut trouver qui fasse mieux que ce qu'on a maintenant et qui soit facilement utilisable? Donc dans ce domaine, il y a des choses qui sont plus ou moins avancées, dont des études de phase 3, qui sont des études qui sont juste celles qui vont précéder la demande d'autorisation de mise sur le marché par les agences nationales ou supranationales. Donc des choses qui pourraient aboutir dans les 4-5 ans à de nouveaux médicaments disponibles sur le marché, qui ciblent par exemple le récepteur de l'hormone parathyroïdienne sans être de l'hormone parathyroïdienne. Donc c'est une nouvelle manière d'activer le récepteur. Mais il n'y a pas que ça. Il y a aussi la recherche qui est qu'est-ce que le récepteur de l'hormone parathyroïdienne est censé faire dans le rein, dans l'os, dans le cerveau, dans le cœur. Et ça, sont des choses qui sont également en cours. C'est en cours depuis qu'on connaît le récepteur, hein. En gros, donc ça fait plus de 30 ans qu'il y a des gens dans le monde entier qui travaillent là-dessus. Ça aboutit pas immédiatement à des applications. Mais ça aboutit à de la connaissance, ou plus exactement, quand on se lance dans de la recherche dans le domaine, on ne peut pas garantir que ça va aboutir à des innovations thérapeutiques. En revanche, ça permet de mieux comprendre ce qui se passe. Pour faire très 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 vite. Voilà. Et pour prendre un exemple très spécifique, moi ça fait 15 ans que je travaille sur certains aspects de l'action du récepteur de l'hormone parathyroïdienne dans certaines parties du rein. Donc voilà. Et on est toujours dessus, hein. On a trouvé des choses, on continue à en trouver. Donc ça avance. Les gens travaillent, ça n'arrive pas directement à vos oreilles parce que pour l'instant c'est partagé dans le domaine, on va dire, de la biologie, mais
Mais les implications, on commence à les décrypter. Je suis assez d'accord avec Pascal. Hein. Je pense qu'il faut. C'est une question qu'on a souvent en consultation de qu'est-ce qui va arriver après plus tard, au-delà de ce qui est possible à l'heure actuelle avec les médicaments qu'on a, etc., où en est la recherche. Moi, la réponse que je trouve, que je pense qui est importante, ce que Pascal expliquait, hein, c'est qu'il y a un temps qui est différent entre le temps de la recherche et le temps que vous avez vous dans votre vie. Vous, votre maladie, malheureusement, vous allez l'avoir toute votre vie. Donc, il va falloir se dire que ça va être un marathon, ça va être très long. Et donc, il y a des gens qui sont en train de préparer les différentes étapes de votre marathon. Et sauf qu'il y a celles pour lesquelles on va avoir des réponses là, pour des obstacles que vous allez avoir là, dans les mois ou les années que vous allez avoir. Et puis, il y a des choses qu'on est en train de préparer pour dans 10 ans, 20 ans, 30 ans. Et c'est tout ça, en fait, ce dans quoi il faut se projeter, de se dire, plus tard, c'est pas parce qu'on va avoir épuisé certaines options thérapeutiques ou certaines options de prise en charge ou certaines options pour comprendre ce que vous avez qu'il va pas y avoir dans les années qui viennent des choses nouvelles qu'on va avoir. Et heureusement, ce qu'on voit, c'est qu'il y a eu des pionniers comme Pascal qui ont travaillé sur le sujet et puis qui travaillent toujours sur le sujet. Et puis il y a plein de nouveaux acteurs qui maintenant se sont lancés dans la recherche dans l'hypoparathyroïdie. Donc on va avoir un foisonnement de nouvelles possibilités. Il va falloir se dire que ça va être un marathon, ça va être très long. Et donc, il y a des gens qui sont en train de préparer les différentes étapes de votre marathon. Et sauf qu'il y a celles pour lesquelles on va avoir des réponses là, pour des obstacles que vous allez avoir là, dans les mois ou les années que vous allez avoir. Et puis, il y a des choses qu'on est en train de préparer pour dans 10 ans, 20 ans, 30 ans. Et c'est tout ça, en fait, ce dans quoi il faut se projeter, de se dire, plus tard, c'est pas parce qu'on va avoir épuisé certaines options thérapeutiques ou certaines options de prise en charge ou certaines options pour comprendre ce que vous avez qu'il va pas y avoir dans les années qui viennent des choses nouvelles qu'on va avoir. Et heureusement, ce qu'on voit, c'est qu'il y a eu des pionniers comme Pascal qui ont travaillé sur le sujet et puis qui travaillent toujours sur le sujet. Et puis, il y a plein de nouveaux acteurs qui maintenant se sont lancés dans la recherche dans l'hypoparathyroïdie. Donc, on va avoir un foisonnement de nouvelles possibilités qui vont arriver dans les années qui viennent. Donc, moi, je suis assez optimiste sur les découvertes qu'on va avoir dans les années qui viennent. Il y a des choses qui sont des réussites déjà. Il y en a qui sont des impasses qui ont été des échecs. Mais on apprend des échecs et on va trouver au fur et à mesure tout un tas de choses, que ça soit mieux comprendre la maladie ou que ça soit mieux la traiter. Mais je reviens à ce que je disais tout à l'heure, c'est-à-dire que si il y en a un certain nombre d'entre vous qui sont intéressés par ça, on peut très bien organiser un samedi matin, si c'est le créneau qui vous convient, on peut faire un webinaire spécifique sur recherche fondamentale et finalisée dans le domaine de l'hypoparathyroïdie, où on vous raconte des choses alors qu'ils vont être de nature différente que dont on a parlé ici. Mais on a déjà des gens qui disent qu'ils seraient intéressés dans le chat. Il reste plus qu'à trouver la date. Oui. En 2023. Hein. En 2023, oui. En tous les cas, on va retenir pour conclure peut-être ce matin que les médecins ont besoin aussi de l'implication des patients et que s'il y a un message à retenir ce matin, c'est que si on est hypoparathyroïdien, c'est important d'harceler son médecin pour être référencé dans EpiHypo et de se connecter sur Compare pour s'inscrire, pour qu'on soit le plus nombreux possible à alimenter les données de Compare et qu'on puisse montrer la réalité de ce qu'on vit au quotidien dans cette maladie, quelle que soit l'importance de l'hypoparathyroïdie, qu'on soit très symptomatique ou moins symptomatique, pour que les médecins aient une image beaucoup plus précise de cette maladie avec toutes ces colorations différentes plus ou moins importantes. Et Nathalie, si tu veux donner le mot de la fin. Donc,
Tout d'abord, l'association Hypoparathyroïdisme France remercie vraiment à nouveau les 2 médecins présents aujourd'hui qui ont vraiment pris du temps sur leur temps personnel ce matin. Donc vraiment, au nom de l'association, on vous dit un grand merci. Ceux qui sont présents, on leur rappelle que d'adhérer à l'association, pour nous, ça nous aide également au niveau de notre représentativité. Donc n'hésitez pas à adhérer en 2023. Et en conclusion, on voudrait vous dire que la recherche ne peut avancer sans l'implication de nous patients et que les médecins ont vraiment besoin de notre participation active pour faire avancer la connaissance sur notre maladie. C'est vraiment important. Et que également nous patients, on ne peut arriver à rien sans les médecins et sans tout ce qu'ils font. Et donc, le motto de la fin serait « Seul on fait du surplace, mais ensemble on va plus loin ». Donc, merci à tous et n'hésitez pas sur le groupe Facebook, entre autres, de bien dire l'importance, vous aussi, de joindre cette cohorte Compare. C'est très important. Voilà. Merci à tous. Merci, docteur. Merci beaucoup. Professeur. Merci à vous. Ah, on ne peut pas faire une meilleure conclusion. Donc, je me tais. Merci beaucoup. Merci à toutes et à tous. Et bonne fin d'année. Merci, vous aussi.